Mesdames et Messieurs, la thématique de mai 68 entretient dans l'imaginaire populaire beaucoup de confusion. Nombreux sont les jeunes de la nouvelle génération qui pensent que l'histoire moderne du Sénégal commence en mai 1968. Parce que l'événement qui s'est passé a tellement marqué les esprits qu'il a laissé des stigmates quasiment indélébiles qui font que beaucoup d'entre eux estiment qu'avant mai 68, il n'y avait eu pratiquement rien. D'autres considèrent que mai 68 était essentiellement une manifestation d'étudiants et subsidiairement d'élèves. Ce n'est pas faux. Les étudiants y ont joué un rôle déterminant, les élèves aussi, mais la classe ouvrière en tant que telle a joué un rôle important et le peuple sénégalais a participé de manière décisive dans la bataille qui a été engagée. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que, pour bien comprendre les événements qui ont secoué le Sénégal en mai-juin 68, il est important de faire un retour en arrière pour convoquer d'une part le contexte dans lequel notre pays a accédé à la souveraineté internationale, d'autre part la situation qui a prévalu au Sénégal pendant la première décennie des indépendances. En ce qui concerne le premier point, quand en 1960 le Sénégal recouvrait sa liberté, il disposait, à mon avis, d'atouts majeurs dont on ne trouvait l'équivalent dans aucune autre colonie française au sud du Sahara. Ces atouts étaient au moins au nombre de 5. Notre pays avait un personnel politique aguerri, ensuite un personnel syndical rompu aux batailles sociales et riche d'expérience. Troisièmement, une jeunesse qui a très tôt pris conscience de sa mission dans le combat pour la liberté, la justice, la démocratie et le progrès. Quatrièmement, des opérateurs économiques engagés dans la défense des intérêts du pays et des intérêts qui leur sont propres. Cinquièmement, une presse qui a toujours exercé une fonction d'alerte, de veille, de dénonciation dans la quête permanente de la démocratie. La classe politique, elle est ancienne parce qu'elle s'est constituée avec l'établissement du système colonial lorsque la France a transféré au Sénégal ses institutions et a demandé aux Sénégalais d'y participer. Elle est constituée d'enseignants sortis de l'école des instructeurs de Saint-Louis, devenue l'école normale William-Ponty, de membres de personnel médical et administratif sortis de la même école. Déjà dans les années 1920, cette catégorie sociale affichait une turbulence telle que l'Union internationale de l'enseignement avait décidé de leur adresser des correspondances spéciales par lesquelles il les invitait à organiser, n'est-ce pas, le combat contre le système colonial. Ensuite, cette élite, ce personnel n'a jamais baissé les bras. Sa revendication pour l'égalité, pour la justice, a de tout temps connu une détermination sans faille. Elle s'exprime dans la presse, évolue dans des partis politiques, participe à des élections, fait acte de candidature, affiche un anti-gouvernementalisme avéré, tient des réunions, organise des marches et des meetings, parce que les marches et les meetings au Sénégal sont autorisés depuis les années 1870-1880. Si bien que de 1837, date de la première élection qui s'est passée au Sénégal en 1960, cette catégorie sociale
de génération en génération, s'est passé le flambeau sans défaillance. Quand la Guinée est devenue indépendante, elle a volé à son secours. Elle a produit des hommes extrêmement remarquables qui aujourd'hui honorent toute la classe politique sénégalaise. Le deuxième atout est un atout syndical. Le Sénégal dispose d'une élite syndicale dont le combat pour la dignité du travailleur, la justice et le progrès ne se sont jamais démentis avant 1960. Très tôt, il n'a pas accepté de se confiner dans les règlements établis par le système colonial qui empêchaient le droit de grève. Celui-ci a été établi dès 1884, mais bien avant, mais immédiatement après, l'année suivante, les Sénégalais commencent déjà à s'agiter. Et nous allons voir que pendant la Première Guerre mondiale, déjà, des grèves éclatent au niveau du Sénégal et une tentative de grève générale éclate même. Et dès 1925, c'est une véritable flambée sociale qui se passe. En 1938, les travailleurs payent un lourd combat dans la lutte pour le progrès, puisqu'on tire sur eux et il y a 7 morts et 125 blessés. Je passe sur la grève de 1946, sur la grève de 1947-48, le rôle qu'ils ont joué pendant la résistance ici au Sénégal contre le régime de Vichy, etc., etc., sans compter maintenant le rôle qu'ils ont joué au moment des massacres de Thiaroye et au congrès du RDA de 1946. Ils ont également été extrêmement présents dans toutes les manifestations d'avant l'indépendance qui ont eu lieu sur le massacre de Madagascar, les événements de Dimbokro et de Séguéla, la répression au Cameroun, et ont milité au sein du BDS, de la SFIO, du RDA, etc. Ce sont eux qui animaient le Conseil de la paix et qui organisaient des manifestations contre la guerre du Vietnam, contre le départ des troupes pour l'Algérie et l'utilisation du personnel militaire noir pour l'Algérie. Ce sont eux qui ont accueilli les groupes d'études communistes ainsi que les groupes d'études franco-africains. Ils ont créé l'UGETAN en 1955. Au référendum de 1958, ils étaient dans le camp du non et ils ont côtoyé, comme leurs collègues, Sékou Touré de la Guinée, Dibo Bakary du Niger, David Souma de la Guinée, Abdoulaye Diallo de la Guinée, etc., etc., qui était commandant de la Guinée. C'est quelque chose de particulièrement important parce que c'est cet héritage-là qui a ensuite grandi au point de créer une situation que personne ne pouvait maîtriser. Il en est de même de notre pays qui a disposé d'une jeunesse très tôt qui a pris conscience de sa mission. C'est au Sénégal que l'Afrique a eu pour la première fois un mouvement de jeunesse qui est apparu en 1949 à Rufisque avec Jean Diallo et qui ensuite s'est développé pour déboucher sur le Conseil de la jeunesse du Sénégal ainsi que sur le Conseil de la jeunesse d'Afrique avec Charles Mendy, Madame Delattre Marie-Louise, etc., avec même des antennes en Guinée, des antennes au Niger, des antennes au Dahomey, des antennes en Haute-Volta. Cette jeunesse a été déterminante dans le développement de notre pays, si bien que quand l'Université de Dakar est créée en 1950, l'Institut des hautes études, quand naît l'AGED et que naît en 1951 la FEANF, évidemment les Sénégalais jouent un rôle important puisque Mokhtar Mbow aura été le premier président de la FEANF. Eh bien, le Sénégal dispose d'opérateurs économiques qui sont des gens particulièrement actifs. On en a parlé dans le monde des affaires, mais ce qu'on n'a pas dit toujours, c'est leur patriotisme et leur esprit d'initiative. Quelqu'un comme Galandou Diouf était un opérateur économique. Il a voulu rompre le monopole qu'avaient les maisons de commerce bordelaises et marseillaises sur l'achat de l'arachide en créant la société agricole. Amadou Hassan Ndoye et Guiaber ont créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale une compagnie d'aviation. Il ne manquait que le financement. Les banques ont refusé de financer. Et enfin, le Sénégal a bénéficié d'une presse extrêmement active qui s'est de tout temps manifestée dans le combat contre le système colonial.
Le premier journal est apparu en 1844. Il y a eu 82 journaux qui sont parus de 1844 à 1900. Et entre 1900 et 1960, près d'une soixantaine de nouveaux titres qui sont apparus. Vous vous en souvenez tous, on connaît les noms, ils ont joué un rôle extrêmement important, le Périscope africain, les Échos d'Afrique noire, Afrique nouvelle, le Stégomia, l'Observateur, etc., etc. Mais cette presse se caractérise par le fait qu'elle a de tout temps été un élément de veille, un élément qui s'est toujours dressé contre les abus, les injustices, et qui a de tout temps été du côté des faibles, n'est-ce pas, en dénonçant les groupes. Et ceci me paraît extrêmement important. Évidemment, juché sur ces différents éléments, le Sénégal avait la possibilité d'avoir une indépendance conçue dans des termes différents de ce qu'a été malheureusement notre indépendance. Notre indépendance n'a fait que créer une série de frustrations. Et c'est à mon avis la somme de ces frustrations qui, regroupées, a finalement explosé en mai 1968. Frustration découlant du fait que nos dirigeants ont oublié que le contexte avait changé. Mokhtar l'a dit, nous étions en pleine guerre froide, n'est-ce pas? Nous étions dans un monde dans lequel s'étaient quand même passé des événements importants. Depuis 1954, Bandung avait quand même eu lieu. Les Français, les Vietnamiens avaient battu les Français à Dien Bien Phu. L'Algérie avait déclenché sa grève. Le congrès de Manchester s'était tenu. Ensuite, la communauté avait été une déception pour les populations africaines, après la déception qu'elles avaient accumulée au moment de la conférence africaine qui s'était tenue à Brazzaville. Ensuite, en 1959, 4000 Sénégalais ont été pratiquement rayés des cadres pour faire des grèves, n'est-ce pas? Le Suel a été lui-même l'objet d'une agression qui s'est traduite par la scission en son sein et une politique d'ostracisme contre ce syndicat. Des frustrations étaient nées de l'indépendance acquise dans le cadre des transferts de compétences. Des frustrations étaient nées avec l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960, qui a été, il faut le dire, suscité par le colonisateur. Des frustrations étaient nées avec l'élaboration de la Constitution de 1960. Des frustrations étaient nées avec la dissolution du PAI et l'exil de Mahmoud Diop à Bamako. Il y avait également des frustrations qui étaient nées de la crise opposant Dia à Senghor. Et il y avait surtout cette nouvelle situation créée par le coup d'État au Togo qui permettait de se poser un certain nombre de questions. Mais surtout, il y avait les élections de 1963, au cours desquelles les violences qui avaient été exprimées, qu'on avait abattues sur les populations, s'étaient traduites par plusieurs centaines de morts. Je passe sur les frustrations nées du fait que le BMS a été dissous, le FNS a été dissous par adversité contre Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly a été arrêté, sa condamnation en 1964 à 2 années de prison a créé beaucoup de frustration et de rancœur, la dissolution de l'UGAO et de l'UGES en 1964, la constitution nouvelle de 1963 qui disait que pour être candidat au présidentiel, il fallait 10 députés pour vous patronner, qui retire le droit de vote aux militaires, après l'avoir retiré aux policiers en 1963. L'entrée de Jean Collin dans le gouvernement en 1964 a frustré de nombreux patriotes. La tenue d'un festival mondial dans des conditions où l'on avait vidé Dakar de tous ces mendiants, fermé l'université ainsi que les établissements scolaires avaient créé des frustrations exceptionnelles. L'assassinat de Demba Diop avait révélé la profondeur de la crise qu'il y avait au sein de l'UPS, ainsi que l'attentat contre Senghor et la réforme constitutionnelle de 1967, qui avait supprimé les députés suppléants, qui avait ensuite mis un terme à la possibilité pour les députés de cumuler la fonction ministérielle et la fonction de député. Tout ceci sans compter le fait que les associations désormais étaient obligées de se voir imposer un récépissé et une déclaration d'enregistrement. Il s'en est suivi évidemment beaucoup de mécontentement et beaucoup de frustration. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à réfléchir. Ce qui a manqué tout au long de cette histoire, c'était une jonction organique
entre toutes ces forces dont chacune évoluait dans sa sphère propre. Certes, il y avait eu des actions de solidarité, mais elles furent rares et discontinues. Ce fut le cas pendant le référendum de 1958, ou bien lors des journées de commémoration de Thiaroye 44, ou lorsqu'on organisait des manifestations en faveur du Vietnam ou de l'Algérie. L'individualisme était généralement la règle qui prévalait dans le traitement des problèmes d'intérêt commun. Si la naissance, à mon avis, du PAI et du PRA Sénégal a eu une signification historique fondamentale et irremplaçable, c'est parce que ces deux formations ont travaillé à la jonction entre les composantes politiques, syndicales, jeunes, estudiantines et économiques. Et à mon avis, le couronnement de leurs efforts a été précisément mai-juin 1968. C'est en ce moment que mai-juin 1968 marque un moment particulièrement fort de notre histoire. C'est parce que leur jonction donne aux événements leur tonalité, leur ampleur, leur impact, leur force de frappe. Nous, au niveau du ciel, nous l'avions parfaitement compris et nous avions théorisé l'idée d'une jonction entre le mouvement syndical et le mouvement estudiantin. Makhtar Diak l'a tout à l'heure rappelé, on a même tenu une réunion avec les responsables des syndicats pour leur demander d'accepter le principe d'une jonction. Et nous avons ensemble décidé, nous, de renoncer à l'autonomie du ciel pour aller intégrer la CNTS, que nous n'avions jamais accepté de faire. On n'y avait été que pour pousser à la roue afin que la jonction puisse effectivement s'effectuer. Et nous y sommes parvenus. La jonction s'est effectivement faite et l'Union progressiste s'en est d'ailleurs plainte. Elle a eu à dire que l'arrivée des enseignants, l'arrivée des médecins, avec les Amadba, Blondin Diop, avec les, des syndicats de techniciens, avec le Ousmane Fall, etc., a changé complètement la donne au niveau aussi bien de l'Union régionale du Cap-Vert qu'au niveau des autres organes de l'UNTES. Sans compter qu'on y trouve également des gens extrêmement combatifs, tels que les Soumaré, tels que les Moustapha Thiam, tels que les Dahaba, qui étaient des patriotes qui ne demandaient simplement qu'à agir dans l'unité au profit de l'intérêt collectif. Et c'est en ce moment-là que quand nous sommes arrivés, nous avons poussé à la roue au niveau de l'UNTES pour que l'UNTES se solidarise avec les étudiants et que l'UNTES accepte de déclencher un mot d'ordre de grève. Le gouvernement d'ailleurs ne s'y est pas trompé. Il le savait parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle, quand Senghor a reçu une délégation des cheminots du Sénégal, il leur a dit ce mouvement est téléguidé de l'extérieur, c'est les Chinois qui sont derrière. D'ailleurs, la DS que Ibadir Thiam a achetée, on lui a acheté à Nouakchott, on l'a descendu de Nouakchott et on l'a ensuite conduite jusqu'à Dakar pour la lui donner. J'ai été obligé de faire une conférence de presse au cours de laquelle j'ai eximé le chèque que j'avais donné à titre, n'est-ce pas, d'avance et les traites que j'avais déposées dans les banques pour payer le complément de ma voiture. Ils le savaient tant et si bien que, quand ils sont venus attaquer la bourse du travail, ils nous ont immédiatement repérés. Et nous, ils nous ont envoyés au camp non, ils nous ont d'abord envoyés au camp de Ouakam. Et à Ouakam, le lendemain, ils nous ont mis dans un avion qui n'avait même pas de siège. On nous a attachés avec des cordes sur nos sièges respectifs. Et on nous a déposés à Dodji, dont nous entendions parler au moment de la bataille médiatique entre le Conakry et Dakar. On pensait que Dodji n'existait pas, n'est-ce pas? Et nous avons été envoyés à Dodji. On avait hâtivement installé un certain nombre de tentes pour que nous puissions y être accueillis. Mais là encore, c'est l'engagement des travailleurs et des étudiants qui a forcé le gouvernement à faire venir Doudou Ngom et à décréter notre libération. Une libération seulement partielle, parce que quand les gens sont venus, parce que le gouvernement disait justement que c'était nous qui étions au cœur du processus, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, un de mes collègues, je pense qu'il est là d'ailleurs, Oumar Gueye est là, qui me disait qu'il a été à Nantes, il a consulté les archives diplomatiques, et dans les archives diplomatiques, il parle des événements de mai 68,
Ils disent même que dans un certain nombre de résolutions qui avaient été adoptées, les 12 résolutions sur 18, c'était moi-même qui les avais rédigées. C'était les ambassades de France qui signalent ça dans ces machins, etc. Alors, ils nous ont ramenés. Mais quand ils nous ont ramenés, ce n'était pas terminé pour nous. Nous, on nous a gardés au commissariat de police et on nous a assignés en résidence. Moi, je devais aller à Ololdou. Amadba devait aller, je crois, à Loudjawolof. Seka Sekfal devait aller à Dabo. Et il y avait ensuite quelqu'un qu'on avait mis en notre sein, Saho, l'ancien secrétaire particulier de Ibrahim Mandaou, qu'on avait mis en notre sein, on ne sait pourquoi, qui n'était pas syndicaliste, mais qui était là. On pensait que c'était peut-être une taupe qu'on avait installée là pour les besoins de la circonstance. Toujours est-il qu'on nous a donc comme ça envoyés à l'extérieur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous, au niveau du ciel, nous nous étions organisés et nous avions dit que si les responsables sont arrêtés, nous allons déclencher une grève illimitée. Et on leur avait dit, même si vous entendez le secrétaire général parler à la radio pour dire que la grève est levée, ne suivez pas le mot d'ordre en question parce qu'on peut le lui avoir arraché sous le fait de la torture. Alors, si bien que, quand nous sommes arrivés à Ololdou, n'est-ce pas, le hasard, Dieu fait tellement bien fait des choses de façon bizarre. On m'amène à la gendarmerie de Tambacounda. Lorsque j'arrive, le commandant de brigade qui me reçoit, à l'heure du repas, il m'amène dans son salon. Et il m'installe et il demande qu'on me serve. Quand je lève la tête, je vois devant moi la photo du doyen Cissé du syndicat des travailleurs municipaux de Dakar. Je lui dis, mais vous connaissez ce monsieur-là? Il baisse la tête, il me dit, c'est mon père. Je lui dis, mais hier, nous étions encore à Dakar ensemble, lors de l'attaque de la bourse du travail. Il ne dit rien. Mais le lendemain, quand il doit me conduire jusqu'à Kidira, il dit aux gendarmes, ce type n'a pas volé. Ce n'est pas un malfrat. Il a eu des problèmes d'opinion avec un État. La roue tourne. Demain, il peut se trouver à un poste différent. Traitez-le avec respect et considération. Et les gendarmes ont appliqué le mot d'ordre. Quand je devais quitter le matin pour aller à la gare, prendre le train, les enseignants de Tambacounda avaient fait une haie d'honneur. Et chaque jour que je passais à Tamba, il y avait 15 à 20 repas que l'on m'amenait, n'est-ce pas, à la gendarmerie pour ma nourriture. Et de Tambacounda jusqu'à Kidira, à toutes les haltes du chemin de fer, il y avait une délégation du SUEL qui était là pour m'amener des boissons, de la viande et pour me dire, nous tiendrons jusqu'au bout, nous ne faillirons pas. J'arrive à Kidira et celui chez lequel tombe est le frère d'un de mes amis de Diourbel, n'est-ce pas, chez qui j'allais passer mes vacances avec les Ali Bokoum Sow, je vois Aziz Sow qui est là, les Mamoudou Al-Kassi, n'est-ce pas, qui étaient des amis à moi, membres du PAI pour certains, n'est-ce pas. Il me dit, quand j'ai vu le télégramme arriver, je ne sais pas quoi faire. Il nous amène à Ololdou. Quand j'arrive à Ololdou, je trouve un sous-préfet qui se trouve être l'ami de ma famille, de la famille de ma femme, parce que ses parents sont amis de la famille de Thérèse Abignona, dont il était client de la maison de Thérèse Abignona. Il m'a dit, je lui ai demandé de quitter sa chambre pour vous la donner. Ensuite, le préfet qui vient de Bakel, il est le père lui-même, n'est-ce pas, de Amadou Al-Kassi, dont je vous parle, qui était mon ami de Diourbel, et son adjoint était Mapate Sar, je crois, qui était dans le quartier Kaznak de Kaolack, où j'habitais. Donc, on avait l'impression que même Dieu était de notre côté. Et la détermination des syndicats a été telle que quand Hassan Sek a été nommé, les syndicats lui ont dit, si nos responsables ne viennent pas, nous n'aurons pas arrêté la grève. Ils ont envoyé un avion dans la nuit pour venir nous chercher. Et nous, on nous a dit, ne passez pas la nuit à Ololdou, allez directement à Tambacounda, un avion viendra vous chercher. Nous sommes arrivés, Yaya Koli est venu nous accueillir à l'aéroport, on nous a amenés pour faire une déclaration, on leur a dit que ça ne servira à rien du tout, j'ai bien fait la déclaration, mais ils ont été obligés le lendemain de nous donner une série de véhicules, n'est-ce pas, qui nous ont permis de sillonner le Sénégal pour aller dire aux enseignants que la grève a été effectivement levée. Ceci me paraît important, parce que cette jonction entre des mouvements qui ont des intérêts communs est un atout de taille.
le mouvement estudiantin s'est trouvé extrêmement renforcé grâce au mouvement syndical. Le mouvement syndical s'est trouvé renforcé grâce au mouvement estudiantin. Il a pu opérer en son sein des mutations profondes, mettre en difficulté ce qui était favorable à Senghor et opter pour un syndicalisme s'orientant dans un sens particulier. C'est en ce moment-là que des conditions ont été créées qui ont modifié la donne politique au niveau du Sénégal. Et c'est en ça, me semble-t-il, que mai 68 représente une leçon extrêmement importante pour notre présent et notre futur politique. Aussi longtemps que nous serons unis, aussi longtemps que nous serons solidaires, aussi longtemps que nous quitterons nos chapelles respectives pour travailler autour d'un objectif commun, nous devenons une force que personne ne peut contrôler. Et en définitive, nous pouvons imposer tous les changements que nous voulons dans notre pays. Voilà, je vous remercie de votre attention.